Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actu territorial. Là, on va voir ensemble les principales actus du mois de septembre. Et on commence avec l'éternelle et épineuse question de l'attractivité dans la fonction publique, avec notamment le ministre Stanislas Guerini qui a annoncé en tout début de mois une nouvelle réforme de la fonction publique. Et il promet à travers cela deux choses, la modernisation du secteur public et aussi une meilleure protection qui sera accordée aux agents. Il l'a dit hein, très clairement dans des interviews, notamment là sur France Info, que l'employeur public, une des premières choses qu'il doit à ses agents, c'est leur protection physique. Donc pour cette partie protection physique, il veut, d'ici bon, les prochaines semaines, proposer un plan, selon lui, ambitieux pour améliorer cette protection physique des agents publics. Il veut aussi mieux reconnaître le mérite individuel des agents, mais ça on va y revenir à travers un autre article. Et il veut également renouer avec les syndicats bon, en termes de dialogue social. Alors, on a un autre article, toujours sur France Info, qui complète un peu les propos du ministre Guérini. Alors bon, sur la compétence éducation nationale, on va passer puisque ça ne nous concerne pas directement. Par contre, au niveau plus global, hein, au niveau des agents publics, il précise un peu les choses quand il parle de protection de ses agents. Il parle notamment des agents qui sont en première ligne. Donc, selon lui, parfois, certains agents publics sont équipés de boutons d'alerte. On peut se demander s'il faut généraliser ce dispositif de protection et il veut redonner de la dignité au métier. Il évoque aussi la formation des agents ou encore le fait de mieux les protéger d'un point de vue juridictionnel. Toujours concernant cette attractivité ou ce manque d'attractivité dans la fonction publique, on nous parle aussi ce mois-ci de la prime pouvoir d'achat et notamment pour les agents territoriaux parce que c'est pas tout à fait les mêmes règles que, pour l'État et l'hospitalière. Alors, il y a un socle commun, quand même évidemment, notamment sur le montant de cette prime. Il est, calé, hein, pour les agents de la territoriale sur, celui de l'État et de l'hospitalière, mais avec quand même une petite variable qui font que, bah, tout le monde n'est pas content, notamment les syndicats. On le verra dans, l'article juste après. C'est que, ce montant, il est entre 300 € et 800 €. Sauf que pour la territoriale, premièrement, les collectivités ne sont pas obligées d'accorder cette, prime aux agents, hein. C'est, chaque collectivité qui va décider individuellement via une délibération s'il met en place ou pas cette prime et en plus la subtilité, c'est que de 300 € à 800 €, c'est un plafond pour les collectivités. Donc elles peuvent aussi donner moins que ça. Donc on voit que c'est quand même pas la même chose que pour l'État et l'hospitalière. On a aussi une question de plafond, alors là qui pour le coup sont les mêmes qu'à l'État et l'hospitalière. Faut toucher moins de 23 700 € sur la période de référence pour toucher les 800 € maximum. Et les 300 €, c'est pour les agents dont la rémunération est comprise entre 33 601 € et 39 000 €. Et donc, je commençais à l'évoquer, bah, évidemment, tout le monde n'est pas content par rapport à ces annonces qui ont été faites, et notamment les syndicats qui ont vent debout contre ces modalités un peu particulières de la prime pouvoir d'achat. Il y a même des formules chocs, hein, comme fonctionnaires de seconde zone qui sont évoqués pour définir les fonctionnaires de la territoriale. Bon, ça c'est pour, choquer évidemment et pour interpeller le gouvernement sur, cette situation. Et puis aussi, il y a sur, les modalités de versement où ça pose un peu question puisque les collectivités pourront la verser en une fois ou en plusieurs fois. A priori, ça devrait s'étaler aussi sur l'année 2024 alors que c'est une prime, pour, l'année 2023. Donc voilà, il y a quand même des différences, sachant qu'à l'État, a priori, la prime va être touchée en octobre. Donc bon, encore une fois, il y a quand même de sacrées différences entre la territoriale et les deux autres versants de la fonction publique. Enfin, un dernier article sur la rémunération dans le public. C'est un édito sur la Gazette, dont le titre est Le serpent de mer se mord la queue. Donc là, on revient sur cette notion de salaire au mérite dans la fonction publique, qui est souvent évoquée depuis des années et des années, mais qui est difficilement mise en place. Et notamment, on nous explique pourquoi. Il y a plusieurs variables qui font que c'est compliqué. Donc, on nous dit que la part de la rémunération récompensant la performance est souvent trop faible. Donc, ça, c'est en prenant l'exemple d'autres pays qui ont déjà passé le pas. Voilà, c'est trop faible cette variable rémunération au mérite pour avoir vraiment un effet sur la motivation. Donc, comme solution, il faudrait aller vers une part plus grande. On a aussi les cadres qui évaluent mal la performance et sont mal formés. Bah, effectivement, quand on parle de salaire au mérite, qui définit le mérite agent par agent, ça va être les managers. Donc ces managers, il faut qu'ils soient bien formés et notamment, il y a une peur aussi du, clientélisme qui est légitime.
Et puis la notion de performance individuelle, elle est jugée peu compatible avec les objectifs collectifs de l'action publique. Donc on voit que c'est une question qui n'est pas évidente. Et même si on est plein de bonnes intentions par rapport à ça, parce qu'on pourrait se dire, bah oui, c'est logique, un agent qui se donne, qui est très motivé, il faudrait trouver un moyen de la récompenser. Mais dans les faits, c'est un peu plus compliqué que ça. Ensuite, on passe sur un autre bloc d'articles sur la difficile conciliation entre la politique de logement, ou les politiques de logement, et la question écologique. Souvent, c'est un peu contradictoire. On a deux types de politiques qui se contredisent et qu'il faut pourtant mener parce que l'une et l'autre sont très importantes pour la population. Donc, on a d'abord un édito sur la Gazette à propos du ZAN, où on nous dit que ce n'est qu'un début, que effectivement, là, ça y est, ça a été voté, donc on sait qu'on va vers ce zéro artificialisation nette, mais la mise en œuvre reste à venir, hein. On a passé l'étape de l'élaboration. Maintenant la mise en œuvre, bah, ça va être une autre question et qui va être tout aussi, complexe et probablement avec des, tensions. Et même si je vous passe l'article, hein, vous pourrez aller le lire, par vous-même. Ce que je trouve important, c'est l'idée, globale qui s'en, dégage. C'est, là ce que j'ai mis en bleu, le fait de proclamer Lausanne, c'est organiser la raréfaction du foncier, hein, par définition. Si on diminue la surface, constructible, bah, on raréfie le foncier et sur certains territoires, les prix, sont astronomiques depuis des années et ils risquent encore d'augmenter en raison des objectifs de division par 2 de l'artificialisation des sols. Donc c'est là où on a bien, je trouve, par cette phrase, l'illustration de toute la complexité, même si c'est nécessaire d'avoir cette question écologique en fond de pensée, en trame, intellectuelle, de se dire: «Bon, effectivement, on va pas pouvoir tout bétonner, donc il va falloir, mettre des garde-fous». Mais en même temps, ça a un effet mécanique en termes de marché, c'est que ce qui est rare, prend de la valeur et puis, avec une démographie, croissante, à un moment, il faut aussi se poser la question de où on va mettre tous ces gens. Et on peut l'illustrer aussi, hein, cette dichotomie entre ces 2 questions avec une interview du, ministre du Logement qui était invité sur, France Info, courant, septembre, où il nous dit, à l'inverse presque, que, il faut d'abord relancer la construction. Donc on voit un peu la contradiction dans l'affichage du gouvernement et il nous dit: «Si on veut maîtriser les prix du locatif, il faut avoir plus d'offres», donc plus d'offres de logements. Et il ajoute: «Si vous construisez plus de logements, cela mettra une pression à la baisse sur les prix». Maintenant, comment on fait dans un contexte où on n'aura plus le droit progressivement d'aller, piocher comme ça sur, des terres, agricoles, par exemple? Et donc une des solutions qui est trouvée pour l'instant par le gouvernement, c'est, une expérimentation qui va être, faite sur un programme de transformation des zones commerciales. Donc vous savez, les zones commerciales qu'on trouve souvent en périphérie, des villes, ces zones-là souvent sont purement commerciales, vu leur nom. Mais l'idée, ça va être d'avoir des zones un peu plus, mixtes avec, l'apparition de logements au sein de ces zones, avec, aussi des bureaux. Enfin voilà, l'idée, hein, c'est de mixer un peu tout ça et on nous dit clairement dans cet article que ces zones commerciales, elles constituent un réservoir foncier mobilisable dans un contexte de zéro artificialisation nette pour la réalisation de logements, d'entrepôts logistiques, d'activités industrielles et d'autres activités essentielles. Donc on voit qu'on va essayer de basculer sur cette logique de densification à travers par exemple les zones commerciales. Pareil, alors c'est pas dans les articles là du mois de septembre, mais on l'a déjà vu auparavant sur le fait d'aller plutôt en hauteur au lieu de s'étaler en largeur, on va dire, dans les villes ou dans les villes un peu périphériques, d'aller grignoter sur les terres agricoles. On va essayer de densifier, d'avoir des terrains plus petits, éventuellement, bah, d'être plutôt dans des immeubles collectifs et cetera. Donc voilà, on est plutôt sur, cette vision à long terme en tout cas. Et puis pour finir, je vous propose, 3 articles plus de prospective, on va dire, sur, des sujets différents. D'abord sur la Gazette, on a un édito sur, le millefeuille. Alors le millefeuille, c'est une vieille question, hein, pour ceux qui, s'intéressent au concours et puis à ces questions depuis longtemps. Là, le président Emmanuel Macron a notamment expliqué que pour lui, il fallait se poser la question de l'organisation territoriale, qui est confuse et coûteuse et qui dilue les responsabilités. Il ajoute: «On voit bien qu'entre les communes, les départements et les régions, on a trop de strates et un problème de clarté des compétences. Et ces sujets aussi doivent, pouvoir être mis sur la table à la rentrée». Bon, il dit plusieurs choses. Notamment, il revient sur, ce, marronnier qui est, le millefeuille territorial, comme quoi il y aurait au moins une couche de trop dans le paysage local.
Donc à l'époque, hein, dans les années 2000-2010, c'est le département qui était visé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en gros, le département était la cible de toutes les critiques. Voilà, c'est un échelon archaïque, ça coûtait cher, etc. Bon, on en est revenu dans les dernières années, mais bon, c'est un cycle a priori, et là on voit que le gouvernement remet ça sur la table. Par contre, quelque chose que je trouve intéressant, c'est sur le problème de la clarté des compétences, qui pour le coup n'est pour moi pas forcément corrélé directement avec le millefeuille. On peut tout à fait étudier sérieusement ce problème de clarté des compétences sans remettre en cause tous les échelons locaux en disant il y en a un ou deux en trop. On peut plutôt envisager la solution sur l'angle de une compétence égale un échelon local pour que tout le monde y voit plus clair. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment, parce que dans une compétence, parfois, ça peut être plus intéressant de le faire à un échelon vraiment de proximité et pour certaines questions, plutôt de le voir à l'échelon gros. Je dis pas que c'est facile, mais en tout cas, c'est une question qui serait intéressante et qui n'est pas forcément corrélée directement avec celle du millefeuille territorial. Autre article, on va dire, de prospective, c'est sur Banque des territoires. Donc on avait l'association Territoires urbains qui a organisé ces journées nationales et qui a mis en avant 4 enjeux prioritaires pour eux. Et, la transition écologique, le logement, la santé et la sécurité. Donc pareil, article assez intéressant que je vous recommande d'aller lire par vous-même. Très rapidement, sur le transport, il y a pas mal de questions en ce moment, notamment celle des RER métropolitains qui a été annoncée par Emmanuel Macron, celle des ZFE, les zones à faible émission en termes de mobilité. Pour le logement aussi, qui a priori serait une compétence qui va être décentralisée, alors plus ou moins, on verra concrètement plus tard comment ça va se passer. Sur la santé aussi, avec l'accès aux soins qui est de plus en plus compliqué, y compris dans les territoires urbains. Et puis en termes de sécurité aussi, avec comme fond malheureusement un trafic de stupéfiants qui est en croissance limite exponentielle. Et puis enfin, un dernier article sur le PLF 2024, et les élus locaux nous disent que le compte n'y est pas du tout, malgré l'annonce de hausse de 220 millions d'euros hein, l'année prochaine pour la DGF. Donc comme ça, on pourrait se dire, ah chouette, il y a quand même une grosse hausse pour la DGF. Sauf que en euros constants, on n'y est pas du tout, puisqu'il faut prendre en compte le taux d'inflation. Ces 220 millions d'euros, ils permettront de couvrir moins de 1% de l'inflation. Et on se doute qu'en 2024, l'inflation, elle sera pas de moins de 1%. On nous rappelle aussi dans l'article que la DGF, c'est un dû, c'est pas une prime comme ça que l'État va donner aux collectivités par gentillesse et par grandeur d'âme, c'est un dû. Et pour revenir sur cette question de hausse qui n'en est pas finalement une, parce que il faut voir en euros constants, eh bien on nous annonce, enfin en tout cas monsieur André Léniel, lui indique que ce serait une perte de plus de 2,2 milliards d'euros, toujours hein, si on fait ce calcul en euros constants. Donc vous voyez que en termes de communication, on passe de plus de 120 millions à finalement moins de 2,2 milliards d'euros. Donc c'est quand même pas tout à fait la même chose. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette actu territoriale de septembre. J'espère que ça vous aide à y voir plus clair. Et si vous voulez une piqûre de rappel hebdomadaire, vous avez le premier lien en description sous la vidéo pour recevoir ma newsletter du dimanche dans laquelle je vous résume l'actualité de la semaine. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine. Salut!